Bonjour. Écoutez, après l'exposé de Sylvie Joseph, ça montre deux choses. C'est que nos partenaires sont dans le numérique complètement et que nous avons un défi à relever parce que je pense qu'une entreprise de 250 000, l'ensemble des organismes représentons à peu près 50 000 salariés. Donc nous avons beaucoup de choses à faire. Donc notre table ronde s'appelle Transformation numérique dans le logement social. Je crois que le terme est un petit peu ambitieux pour évoquer ce sujet. Néanmoins, c'est un sujet d'actualité, puisque vous le savez sans doute, Emmanuel Macron et Sylvia Pinel viennent de confier à Bernard Worms, le président du Conseil national de la transaction et la gestion immobilière, une mission sur l'avenir de la profession immobilière face à la révolution numérique. Et donc, on pourrait imaginer la même chose pour le logement social, pourquoi pas. C'est pas ce que je souhaite, mais ça pourrait traverser les idées de nos politiques. Donc, à ma gauche, Éric Gimmer, directeur général d'Habitat 76 et ancien président d'Apsis avant moi, et qui nous présentera le BIM construction et le BIM gestion dans son organisme, et Michel Tolila, qui a créé la foncière numérique, qui est le président d'Equanem, et qui travaille et qui a déployé son outil, sa plateforme, auprès ou avec Habitat en région pour le groupe Caisse d'épargne. Ce que je vous propose, c'est de passer au pupitre pour présenter d'une part Apsis, puisque c'est un des clubs créés par l'Union sociale de l'habitat. Donc, qui a été créé en 1985 par l'USH, au même titre que le club management ou le club bâti pour l'activité de construction. C'est un club qui est évidemment à l'écoute de ses membres et qui est également un observatoire, un rôle de veille technologique et technique. C'est un lieu d'échange, on va le voir à travers les journées organisées par ce club. Et puis, il coordonne des actions au sein de la mission numérique avec l'USH pour favoriser le développement des technologies de l'information. Donc, ce club qui s'appelait Club Informatique au début, à sa création en 1985, a changé de nom il y a une dizaine d'années pour devenir Club Habitat Système d'information et stratégie. Et comme le disait Eric tout à l'heure, on pourrait bientôt l'appeler Club Habitat Numérique et Stratégie, puisqu'on voit qu'on est en train de changer d'univers. Donc il regroupe ce club nos organismes, 192 organismes adhérents, mais en fait bien plus à travers les groupes au sein de notre mouvement. Et puisqu'il représente 3,5 millions de logements, il est constitué de 20 administrateurs, moitié ESH, moitié OPH. Il publie 4 revues qui sont maintenant dématérialisées sur le site d'Apsis et contient 4 groupes de travail qui travaillent avec l'USH et nos organismes sur des chartes informatiques qui sont accessibles sur le site. La sécurité qui est un véritable souci aujourd'hui et puis la dématérialisation de compte rendu, donc le groupe Kitus sur les états des interventions de nos patrimoines. Il y a un observatoire des coûts informatiques qui travaille chaque année depuis 19 ans. Et je ne vais pas entrer en détail, mais le coût moyen au logement, c'est 100 euros. Donc c'est une médiane, c'est à la fois une médiane et une moyenne, avec des écarts entre 50 et 150 euros selon le niveau d'investissement engagé par tel ou tel organisme et selon le volet amortissement des investissements compte également une part importante dans ces coûts. Et puis un des fers de lance de ce club, ce sont des journées d'information. Donc il y en a 5 par an. Qui réunit entre 100 et 150 personnes selon les sujets. Et ce sont à la fois des sujets un peu d'anticipation ou d'actualité. Et donc je vais vous les présenter rapidement. Les thèmes des journées 2014-2015, c'était la mobilité dans le système d'information. Je passe vite. Donc le bâtiment intelligent, les stratégies d'achat des entreprises. Donc on mélange à la fois la prospective, mais également des journées métiers, donc qui concernent tout le monde. La gestion des données, Big Data, gestion du patrimoine. Donc là, c'était une journée avec le club Bâtim pour la partie construction, l'observatoire des coûts en décembre, chaque année c'est en décembre d'ailleurs. En 2015, le système d'information des organismes connectés au SI des partenaires publics. On a parlé du SNE il y a quelques instants, on est en plein là-dedans. La CG2LS, CIPLO, SPLS, RPLS. Donc on va y revenir. Les ventes et la gestion de copropriété et l'accession à la propriété, c'est quelque chose, c'est un des moteurs de nos fonds propres. On a fêté les 30 ans d'Apsis au mois de juin, avec un état de l'art, comme on le fait régulièrement.
La sécurité de l'information de l'entreprise, mais également la sécurité financière, qui est un vrai sujet, puisqu'on parle du cloud, on parle de systèmes externalisés ou internalisés. Il y a un danger permanent, de plus en plus fort. Donc ça, c'est un sujet qui va devenir récurrent. Et puis, donc, la maîtrise des coûts, toujours en optimisant la qualité de service. Sur 2017, donc, on a consacré une journée, 28 janvier, toute récente. D'ailleurs, il y avait Daniel Palmaro et Patrick Baudet à la table ronde qui a clôturé cette journée. C'était l'entreprise numérique, un enjeu majeur pour l'organisme d'HLM. Donc, bon, ce n'était pas coordonné, mais toujours est-il que vous avez raison, je pense, d'aborder cette question à travers les différentes séquences aujourd'hui. La relation client, donc Madame Joseph nous a montré qu'effectivement la relation client est un vecteur très très important pour tous les métiers, y compris le nôtre. Les diagnostics, on en fait de plus en plus, donc il faut mettre probablement, voir si on se pose la question de mettre en place des systèmes d'information liés au diagnostic, accessibles aussi aux locataires. L'entreprise zéro papier, on parlait de dématérialisation, des bulletins de paye, des avis d'échéance. Il faut se poser la question, à l'heure du numérique, si on ne doit pas travailler vers le zéro papier, comment on dématérialise, comment on archive. Des coûts à la valeur, puisqu'on a beaucoup raisonné en coûts jusqu'à présent. Maintenant aussi, il faut peut-être passer à la création de valeur. Le cloud, donc on a vu les GAFA, donc, qui font tous du cloud. Hein, donc le choix doit être, est-ce qu'on doit conserver des systèmes d'information, des réseaux gérés par nos propres équipes, ou est-ce qu'on doit tout externaliser? Vraiment de questions. Et puis enfin, bâtiments connectés, objets connectés, ça aussi c'est la transition numérique, ça arrive, c'est déjà là. Et donc ça c'est pour mars 2017, puisqu'on programme 1 an et demi à l'avance nos journées. Donc en même temps, c'est doté cette année d'une veille sur des sujets majeurs. Donc les évolutions technologiques, ça c'est évidemment d'actualité permanente. La sécurité, je l'ai dit, la maîtrise d'ouvrage, la relation client, la maquette numérique, aujourd'hui c'est un sujet crucial qui le sera peut-être moins d'ici 3-4 années. Et puis évidemment toujours les métiers support, finance, ressources humaines, gestion, etc. Donc je vais passer dans le vif du sujet sur une présentation qui est intervenue le 28 janvier, qui a été réalisée par Ernst & Young. Donc vous m'excuserez si je ne suis pas aussi fluide que les consultants, puisque je reprends leur présentation. Donc là, on est sur le volet client. Donc je suis locataire, je suis demandeur de logement. Qu'est-ce que j'ai aujourd'hui à ma disposition? Comment ça peut se passer? D'abord, pour chercher un logement, on a parlé du Bon Coin. Aujourd'hui, je peux chercher un logement en France dans le Bon Coin, mais je peux aussi, quand je me déplace pour un voyage à l'étranger, me connecter et puis réserver, où que ce soit dans le monde, avec Airbnb ou autre plateforme, Booking, etc., pour organiser un voyage. Je peux le payer si ce voyage, il n'y a pas de problème. Je peux signer un bail, puisque je signe un contrat si je réserve une semaine au ski, c'est d'actualité, ou aux Seychelles. Je peux chercher un logement, je peux signer un bail virtuel, bien sûr, mais il est signé quand même, il peut avoir une valeur. Donc on peut se poser la question si nos demandeurs de logement, à travers le SNE par exemple, puisque c'est effectivement un moyen très possible pour uniformiser, standardiser nos métiers d'accès à la donnée et d'accès aux services. Mon déménagement, là aussi, je peux l'organiser avec mon bailleur, ou le gérer avec mon bailleur. Aujourd'hui, dans les secteurs en rue, quand on démolit, on reloge nos locataires. Donc on pourrait aussi avoir des outils qui permettraient d'avoir des plateformes qui permettraient d'offrir ce service. Aujourd'hui, on le fait. Ça se fait, vous le savez comme moi, que pour vider nos logements, entre guillemets, ça prend du temps. Donc le numérique n'est peut-être pas aussi indispensable que ça, mais en tout cas, c'est un moyen, peut-être, pour nos attributions, d'avoir un service supplémentaire. Vivre dans mon logement, là, aujourd'hui, on a des objets connectés. On peut piloter le chauffage, ça se fait déjà, hein, donc il n'y a pas à partir d'un smartphone. On peut lancer son chauffage dans une maison individuelle, donc en collectif, ça peut être l'organisme qui pilote à distance. Je peux aussi, on a aujourd'hui alors c'est pas la même chose, mais on a des compteurs intelligents, on fait des relevés, on peut faire du télérelevage et avoir un quitancement mensuel de nos charges d'eau froide, d'eau chaude. C'est des choses qui existent. Et on aura également le télérelevage des consommations de chauffage. C'est devenu obligatoire, ou ça va devenir obligatoire en 2017. On peut payer son loyer, donc là c'est facile, sur un smartphone aujourd'hui,
Tout le monde n'a pas Internet chez soi, mais tous les locataires, le taux d'équipement dans mon organisme, c'est 30% en Internet, mais 70% de smartphones. Donc aujourd'hui, on met des applications sur smartphone pour pouvoir d'abord effectivement avoir des informations sur son compte. On peut le payer en numérique avec sa carte bleue, mais on pourra aussi payer d'un clic sur une borne ou à distance si on a paramétré l'outil en conséquence. Formuler une réclamation, bah, c'est le même outil, hein, c'est étroitement lié. On peut déposer une réclamation. Aujourd'hui, bah, on a tous des plateformes, ou plus ou moins des plateformes téléphoniques, des centres d'appel. Les locataires vont chez le gardien, mais ils peuvent aussi déposer une réclamation à distance sur Internet ou avec leur smartphone. Et enfin, des services, on peut accéder à des services de proximité. Aujourd'hui, bah, vous êtes à Paris, donc la RATP offre un service numérique de qualité pour se déplacer en transport en commun. Mais on peut imaginer, je crois qu'il y a une présentation cet après-midi, d'avoir des outils dédiés à la résidence, dédiés à un groupe ou à un quartier qui permettrait d'avoir des informations sur le groupe, sur le quartier, sur le bâtiment. Donc ça, c'est sur le volet de nos interlocuteurs. On se posait la question tout à l'heure sur la gestion. Donc la gestion, c'est aussi, au début, je pense qu'aujourd'hui, on est plus orienté d'abord vers la gestion de nos systèmes, de nos outils, de nos métiers. Mais les deux choses sont en train de se rejoindre. Donc nous, on a une notion de coût, évidemment, à avoir à travers notre gestion. Et donc, le premier élément, c'est d'échanger avec les partenaires institutionnels du logement. Donc, j'ai cité l'État à travers les dispositifs qui sont mis en place. Mais donc, c'est quelque chose qui est en train de se généraliser et donc d'aller très très vite pour programmer nos constructions, mais aussi donc, gérer nos attributions et donner accès à nos partenaires, que ce soit nos locataires, les demandeurs, mais également à l'État d'avoir des informations sur nos logements, y compris sur l'occupation sociale de nos logements. J'ai envie de définir ma programmation. Alors ma programmation pour deux choses, hein, donc de connaître les besoins sur les quartiers où je souhaite. Alors ça, c'est évidemment si on a besoin de construire, si on peut encore construire selon si on est en secteur tendu ou pas. Mais supposons qu'on le soit. Donc j'ai besoin d'estimer les besoins de logement sur mes secteurs de développement. J'ai besoin de connaître un petit peu les populations, donc là où je peux aller. Et donc je peux utiliser des outils de SIG, de big data, d'informations sur les ressources de mes locataires, mais également à des données accessibles à partir de l'IGN ou d'autres informations que je pourrais récupérer et donc traiter ces données pour pouvoir orienter mes recherches. Donc, autre volet sur la construction de logements, mais c'est valable également pour la réhabilitation, puisque c'est de réduire mes délais et mes coûts de construction ou d'intervention sur les bâtiments, en utilisant principalement le BIM, aujourd'hui pour la construction, et demain pour la réhabilitation à travers la maquette numérique, et après avoir numérisé l'ensemble de mon patrimoine. Donc, assurer la gestion et l'exploitation du bâtiment. Donc là, c'est programmé aussi, prendre la main à distance. Donc, je parlais de compteurs intelligents, je parlais aussi de capteurs intelligents. Et puis, après, de pouvoir suivre les consommations, suivre les températures, voir si les bâtiments en RT 2012-10 sont performants ou pas. Donc, gérer à partir d'outils qui arrivent. Hein. Donc, aujourd'hui, ils ne sont pas tous là, mais de voir comment je peux gérer, améliorer, optimiser l'exploitation de mes bâtiments. Le volet gestion, c'est comment j'optimise avec l'outil numérique l'attribution de mes logements, réduire ma vacance. Donc comment je vais chercher des clients. Est-ce que aujourd'hui je suis en relation avec des réservataires? Est-ce que ce système-là va perdurer? Ou est-ce que si on met des plateformes plus larges sous la volonté de l'État, les choses évoluent. Et donc, comment j'essaye de veiller à l'équilibre également de peuplement au sein de mes résidences. Donc, deux choses contradictoires. Hein, donc, lutter contre la vacance, mais en même temps, préserver l'équilibre de mon patrimoine. Donc, favoriser les démarches des locataires. Donc là, je mets à disposition des outils. C'est un petit peu le pendant de ce que je présentais tout à l'heure. C'est donc l'accès à des informations que l'organisme met à disposition.
Et puis enfin, traiter les réclamations. Donc on a tous des plateformes. Donc on l'a fait d'abord avec des centres d'appel, un accueil en agence, un accueil à la loge. Et donc maintenant, on va vers le locataire qui contribue à la gestion de sa demande, de sa réclamation, et qui peut en même temps voir si renvoyer un message si c'est rien passé entre le moment où il a envoyé son message sur notre site et le moment où l'intervention a pu être réalisée, et puis même nous aider à faire des statistiques sur nos propres performances. Alors c'est encore un peu plus dur, je ne sais pas si vous voyez, moi je ne vois déjà pas grand-chose. Donc là, on aborde un petit peu, la chaîne de valeur et comment on peut, grâce au numérique, saisir les opportunités pour relever les défis de la politique du logement. Donc le premier point, c'est comment on peut accroître la construction de logements pour faire face donc à la demande et aux pénuries dans les secteurs où il y a dans le secteur tendu. Et donc, je vais plutôt vers la partie basse en termes de commentaires, c'est de voir si on a des moyens d'aide à la décision, ce que j'évoquais il y a 2 minutes, et puis donc d'avoir des outils de business intelligence, donc de requêtage, des outils de plan stratégique de patrimoine, donc ça c'est quelque chose qu'on a tous normalement, et puis est-ce que je mets en place des outils du BIM gestion, donc là c'est pour l'avenir, hein, donc avec des investissements évidemment à mesurer. Et donc à partir de là, et puis également des outils de simulation financière, mais ça on est plutôt dans le passé que dans le futur, parce que ce sont des choses qui existent, qui sont d'usage plus courant. C'est comment je coordonne tout ça pour optimiser et faire en sorte que je construise le mieux possible et dans les meilleures conditions possibles. Le deuxième point, c'est comment je rends le logement donc accessible en fonction de situations spécifiques. On a évoqué tout à l'heure, il y avait une question sur le vieillissement de la population ou de nos locataires, c'est un fait avéré. Et donc on peut imaginer que des bâtiments connectés, donc il y a plusieurs formes de connexion, mais également des bâtiments connectés pour détecter des chutes, détecter des problèmes que des personnes âgées pourraient rencontrer dans nos bâtiments et dans nos logements, et de façon à pouvoir effectivement intervenir, soit faire intervenir, soit l'intervention est directe auprès des services de secours, soit nos services d'astreinte pourraient éventuellement intervenir, ou nous dans la journée. Améliorer la qualité de l'habitat et son intégration dans la ville. Là aussi, on peut utiliser le numérique à travers des systèmes d'information géographique, à travers le pilotage de nos bâtiments, à travers l'habitat connecté. Et enfin, dernier point, c'est l'optimisation du parc, l'occupation sociale du parc, et agir en fonction de la mixité sociale dans nos logements. Donc là, c'est est-ce que je peux utiliser des flux d'informations, est-ce que je les rends accessibles? Et donc là, on est dans l'analyse de données qui, aujourd'hui, on peut penser que l'État va faire l'analyse de données. Donc la question, c'est est-ce que nous, on est acteurs ou est-ce qu'on subit ces choses-là? Je pense qu'il faut s'interroger sur, on pourra revenir tout à l'heure dans les questions, mais s'interroger sur la coordination de nos organismes dans l'évolution du numérique et dans la transition numérique. Alors, pourquoi je dis ça? C'est parce qu'on n'est pas tous la même taille, on n'a pas tous les mêmes développements, les mêmes outils. Et donc, par contre, en face, on a une population de demandeurs, de locataires qui se parlent et qui peuvent avoir le même besoin. Et donc, il faudrait se poser la question, comment on coordonne ces choses-là, puisque on va être de moins en moins on n'est pas en concurrence déjà, on est dans un secteur encadré, réglementé. Et même s'il peut y avoir des concurrences sur certains sujets, en tout cas sur le service à apporter aux locataires, c'est un point sur lequel on peut s'interroger, parce que c'est une question qu'il faut aborder, comment on articule justement le développement numérique, la transition numérique pour nos organismes. Alors je ne sais pas si vous voyez, donc l'idée de ces 2 slides, il y en a 2, c'est de présenter donc la chaîne de valeur et voir quels sont les outils, donc c'est la partie basse, qui existent déjà, ou qui vont exister dans les années qui viennent. Sur le volet gouvernance, politique du logement, donc là on est sur le partage de données à travers le CLAD. Le meilleur exemple c'est le SNE. Donc on est déjà dans l'actualité, c'est quelque chose qui existe déjà. Potentiellement, c'est d'avoir des données prédictives pour pouvoir dire dans tel quartier
on est en loi SRU, et donc il faudrait piloter l'attribution des logements vers ces quartiers. Donc on imagine la tentation que ça pourrait donner à certains. Et donc c'est-à-dire de dénier toutes les modalités de réservation que nous avons aujourd'hui, donc toute notre réglementation. Deuxième élément, donc l'investissement. Donc on a un vrai sujet. Mais je pense qu'on est un peu dans la science-fiction à travers un financement participatif, de crowdfunding. Donc j'y crois pas trop, mais c'est une hypothèse que Arsène Young formulait il y a une dizaine de jours. La recherche de terrain, troisième volet. Donc là, c'est véritablement une possibilité. Donc c'est coordonner, recueillir un maximum d'informations sur des secteurs et faire de l'analyse de données pour pouvoir, donc big data, open data, pour pouvoir traiter et optimiser le ciblage de la démarche. Conception de programme, donc là on le fait déjà, c'est à la fois dans le neuf et la réhabilitation, c'est le BIM, donc, qui est appliqué aujourd'hui principalement, même si on est encore en recherche, mais une volonté véritablement de l'État à travers la mission numérique qui a été confiée à Bertrand Delcambre, d'aller dans cette direction-là. Et donc l'avenir après, c'est ce qu'on utilise des drones pour nos études, pour des relevés. Donc je pense que ça se fait déjà ailleurs. La gendarmerie vient de s'équiper de drones. Je pense qu'on va pouvoir s'équiper de drones prochainement pour nos bâtiments. Et puis la construction, carrément. Donc la Chine a fait construire une maison en prototype en impression 3D avec une imprimante 3D il n'y a pas très longtemps, l'année dernière. Donc on pourrait imaginer de construire un village entier avec une imprimante 3D. Donc on voit que c'est là. Alors, je ne suis pas allé vérifier la qualité du bâtiment ou de la maison, mais même si ça peut être une production à bas coût, et on pourrait imaginer que ça puisse s'améliorer à l'avenir. Donc, deuxième slide sur la chaîne de valeur. Donc là, on est plus sur le volet gestion. Donc, j'ai bientôt fini pour les bavards. Et donc, la gestion technique et l'exploitation, donc on a le souci évidemment de réduire nos coûts. Donc aujourd'hui, on fait de l'analyse de données déjà quand même, hein, donc on fait du pilotage énergétique. Potentiellement, on a les bâtiments qui vont être connectés, les objets dans les bâtiments qui seront connectés, et donc on peut avoir le pilotage à distance. On peut utiliser des drones pour inspecter des bâtiments, pour numériser les bâtiments aussi. Et puis, donc, je répète, on retrouve le BIM enfin. La gestion locative, aujourd'hui, certains pensent à dématérialiser, à mettre leurs données dans le cloud. Il y a un grand bailleur francilien qui va déménager de siège, il est peut-être dans la salle, qui n'aura pas de salle machine, de salle informatique, mais par contre tout sera externalisé. Et puis donc pour la gestion locative, l'analyse de données prédictives, détection des impayés en fonction éventuellement d'informations sur la consommation des personnes, etc. La gestion sociale de proximité, donc là c'est des ascenseurs numériques pilotés, des applications mobiles pour nos locataires, donc ça c'est déjà présent. Des plateformes de conciergerie. Alors, je ne sais pas si on s'adresse à la bonne population, mais pourquoi pas. Et puis, pour terminer, sur la gestion commerciale et les nouveaux usages, avec, là encore, l'analyse de données, la réalité augmentée. Alors, présenter des logements en réalité augmentée. Après, je ne sais pas comment on va le faire. Donc, avant de passer la parole à Eric Gimert, ça paraît de la science-fiction, mais nos organismes sont déjà dans le numérique. Et je parlais d'un besoin de coordination. Donc le 28 janvier, on a présenté 12 non pas projets, mais 12 réalisations dans différents organismes de ESH et OPH, donc des choses qui existent, des cas dématérialisés. Hein, donc on est bien dans le numérique, le pacte de Saône-et-Loire, mais ce n'est pas le seul. Hein, donc les administrateurs ont une tablette, ils sont chez eux et ils ont les informations sur leur tablette et ils votent pour l'attribution ou pas du logement. Le Grand Lyon Habitat utilise des tablettes, donc avec une application pour le contrôle de propreté. Il faut également les états des lieux avec une autre application du même opérateur. Nous avons à Val-Office un extranet locataire
qui était accessible sur Internet. Il est aujourd'hui accessible sur smartphone. Il n'y a pas encore le paiement d'un clic, ça viendra. C'est pas prêt. On n'a pas encore trouvé le bon opérateur, mais ça va venir. L'idée étant évidemment d'augmenter les modes de paiement de nos locataires. Des capteurs dans les logements. Donc ça, c'était une étude de recherche réalisée par Habitat Marseille-Provence. Le BIM Gestion, que va nous présenter Eric dans un instant. Des compteurs intelligents. Nous avons mis en place 65 000 compteurs intelligents qui permettent de faire un relevé mensuel des consommations de nos locataires et d'avoir une facturation mensuelle de ces consommations, ce qui permet d'éviter des régularisations de charges massives et problématiques tous les 6 mois ou une fois par an. Et donc d'éviter ce souci-là. Et ça va très bien. Donc nos associations, nos amicales, nos administrateurs locataires sont très contents. Le BIM Construction qui avait été présenté par Immobilière 3F. L'intégration dans la ville des bâtiments de Lyon Métropole Habitat qui permettait justement là aussi avec de l'analyse de données de voir les points de tension ou pas qu'ils peuvent avoir. Les bulletins de salaire dématérialisés et le coffre-fort numérique qu'évoquait Eric Gibert tout à l'heure et Madame Joseph. Une plateforme développée par FIDIS pour le comité exécutif des FIDIS, de façon à ce que les membres de ce comité aient accès à des informations sur leur tablette, accessibles partout. Des gestions des prospects, donc recherche gestion des contacts dans ces gestions de prospects, mais c'est également gestion de contacts avec les villes, avec des clients par Domaxis, et l'externalisation d'envoi de courrier avec une filiale de La Poste, Meleva pour le groupe Voloffice. Donc ça veut dire que plein de choses existent, c'est pas exhaustif, hein, donc il y a d'autres expérimentations, d'autres réalisations qui sont menées par nos organismes, et donc ce qui était bien, c'est de les présenter et de savoir que nous sommes déjà dans le numérique, nous sommes tous dans le numérique. Par contre, nous ne sommes pas tous au même degré dans le numérique. Et ce qui serait peut-être intéressant, c'est de voir comment, avec nos associations, nos fédérations, on pourrait avancer sur une meilleure articulation. Donc, je voulais lancer les vœux d'Abscis 2016 qui illustrent justement cette révolution numérique, mais je ne peux pas cliquer sur le bouton, mais ce n'est pas grave. Je vous remercie de votre attention. Donc, je passe la parole à Eric Gimmer qui va nous présenter ce qu'il a réalisé. Merci Christian, bonjour à toutes et à tous. Comment vient-on au BIM? Par hasard. 2009, Habitat 76 fait trois constats importants. D'abord que dans le cadre de l'élaboration des CUS, il faut mettre en œuvre un PSP, plan stratégique de patrimoine. Comme toutes et tous, vous avez dû vous y coller, vous avez dû voir que c'était assez compliqué de récupérer de l'information patrimoniale. Deuxième constat, des budgets d'entretien courants à maîtriser et qui s'envolent régulièrement. La principale difficulté, c'est que vos agents de terrain, quand ils font les bons de commande, n'ont pas forcément les maîtrisés. Donc c'est au doigt mouillé, souvent, s'ils n'ont pas le temps de faire le relevé. Et on s'aperçoit qu'un mètre carré facturé par-ci, par-là en plus génère des économies d'échelle énormes. Et donc on s'est dit qu'il y avait peut-être matière à réfléchir là-dessus. Et troisième axe, dans un plan d'informatisation général qui était le nôtre depuis quelques années, c'était de se dire quel type de métier n'est pas aujourd'hui couvert par la numérisation, puisqu'aujourd'hui il faut parler de numérisation, on a parlé d'informatique, on a parlé de système d'information, il faut être à la mode, donc on numérise tout. Donc l'idée était de numériser tout le parent pauvre de nos métiers qui était la maîtrise d'ouvrage en général, le neuf et l'AREA. Donc 2009, on se dit qu'est-ce qu'on peut aller expérimenter, c'est ce qu'on appelle le chaînon manquant, pour industrialiser notre processus de gestion patrimoniale. Alors le numérique, il n'est pas tout de suite, on vous l'a mis en bleu là, sur le PowerPoint, mais il ne naît pas comme ça. C'est d'abord de trouver un outil qui nous permet de reprendre l'ensemble de notre base de données sous forme de fichiers vectorisés. Donc l'une des ambitions, c'est d'aller entrer dans une base de données qui reprendra l'ensemble des métriers de l'ensemble de vos logements. Donc on est descendu jusqu'au logement sur la réflexion de ces éléments-là. Et plus vous enrichissez la réflexion, plus vous vous dites que
C'est bien d'avoir une base de données, mais comme toute base de données, il faut à un moment l'alimenter. Alors l'alimenter, c'est de se poser la question, quel type d'interface, et vous connaissez ça tous les jours avec vos chers éditeurs informatiques, puisque dès que vous voulez interfacer quelque chose, c'est tout de suite tiroir caisse, monsieur, ça vous coûte tant, c'est normal. Nous, Bayer, on est captifs, et donc on a 3 beaux éditeurs, et à chaque fois qu'on veut faire quelque chose, c'est X jours de dématérialisation à intégrer dans le process. Et donc on s'est dit, là-dessus, on voudrait arriver à des choses un peu plus intégrées, et on faisait partie à l'époque de groupes de réflexion, notamment chez MediaConstruct, et on parle d'IFC, les classes d'objets qui vous permettent d'interconnecter des systèmes d'information pour aller les échanger avec d'autres systèmes. On se dit, c'est bien d'avoir une belle base de données, mais on va continuer de construire. Donc n'est-il pas opportun, au-delà de cette base de données informative sur notre patrimoine, de se dire aussi, commençons à réfléchir parallèlement à l'implémentation des données qui arriveront de toutes nos opérations de construction neuve et pourquoi pas de réhabilitation. Et donc là vient l'idée importante qui est de dire qu'il faut structurer la démarche. C'est bien beau d'avoir des idées, mais il faut déjà structurer avec le soutien fort de la direction générale. C'est-à-dire que ce n'est pas un projet que vous devez mener en disant « tiens, je vais donner ça à mon directeur de patrimoine et il se démerde tout seul ». D'abord un soutien fort de la direction générale et puis un copilotage de projet auquel on est très attaché, copilotage par fonctionnel et SDSI. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait une séparation des fonctions et la tête bicéphale qui a porté le projet jusqu'à sa réception pour ce qu'on appelle aujourd'hui le BIM Gestion, notre base de données informatisée patrimoniale qui a été réceptionnée donc en octobre 2015. Pendant ces 5-6 années, ça a été porté par deux têtes. Après, c'est de définir complètement le périmètre que vous souhaitez informatiser, jusqu'à quel type d'objet vous allez implémenter vos logements, parce que vous pouvez aller jusqu'à la chaudière, au radiateur, au sol souple, enfin, après à vous de définir le périmètre exhaustif. Et puis, là je vais vous donner les chiffres, c'est de prévoir les moyens financiers et humains, parce qu'on sous-estime toujours ça au départ. Donc 2009, je vous dis, réflexion. 2011, on lance notre appel d'offres. Et donc on a attribué les choses fin 2011. Et la durée du projet pour reprendre l'ensemble des plans, donc 30 000 logements, près de 3 millions de mètres carrés de surface, c'est 4 ans. Ce n'est pas fait en interne, ça il ne faut pas y rêver. Ça a été fait dans le cadre d'une sous-traitance avec l'éditeur et des géomètres qui, derrière, ont repris l'ensemble de nos plans papier. Pour ceux qui étaient difficilement lisibles, ils les ont retravaillés. On a travaillé énormément avec duplication de surface, puis sur des typologies de livraison de logements sur des grandes cages d'escalier, c'est facile, hein, le type 2, c'est le même partout. Après, la difficulté, c'est d'aller retrouver les différences d'éléments constitutifs que vous retrouvez dans les logements. Donc 4 ans de projet. Équipe dédiée, là, de la même manière, il faut, au-delà du chef projet, il faut des gens en interne qui vont ressortir tous vos beaux plans papier qui sont stockés à divers endroits. Alors, certains, on les a dans nos belles archives, mais d'autres, il faut aller chercher ça soit chez le notaire, soit chez l'architecte avec qui on a travaillé, soit éventuellement l'entreprise, quand elle n'a pas disparu. Donc, il y a tout un travail de réappropriation de l'ensemble de ces plans, et ça, ce n'est pas une mince affaire, parce que contrairement à ce qu'on peut croire, l'information, elle n'est pas très propre. Donc, 4 techniciens qui étaient des anciens responsables de secteur technique. On a fait appel au volontariat pour travailler là-dessus. Donc, des gens qui voulaient aller travailler sur du papier, reprendre des plans. Et un chef de projet qui donc supervise et qui harmonise les pratiques. Les coûts. Coût externe, 1,2 million. Ça, c'est coût logiciel plus coût de reprise des plans. Je vous donne tout de suite le coût au plan. 900 000 € de numérisation, 32 € du logement numérisé. C'est des ratios que vous pouvez appliquer dans vos organismes si vous voulez l'avoir. Au coût externe de 1,2 million, vous réattribuez 800 000 € de coûts internes de projet, donc conduite du changement, les charges salariales, enfin, tout ce qui, les frais généraux. Donc au total, pour Habitation de c'est un coût de 2 millions d'euros. Alors vous allez me dire, vous vous lancez là-dedans, 2 millions d'euros, le ROI, puisqu'on a entendu ça tout à l'heure dans les présentations. Non, on n'est pas parti sur une idée de ROI au départ.
on est parti sur l'idée qu'il fallait numériser l'ensemble de cette chaîne de valeur importante qui est le bâtiment, et que derrière, on verrait comment les choses s'optimisent. Alors, l'un des premiers éléments sur lesquels on pouvait vérifier facilement les choses, c'était sur les bons de commande, puisqu'aujourd'hui, on est capable de travailler directement à partir de tablettes pour émettre les bons de commande depuis le terrain, pour qu'elles aillent à l'entreprise avec des mètres carrés qui sont honnêtement bien définis. La problématique, c'est que vous savez que nous sommes dans une économie un peu difficile en ce moment et que les coûts ont énormément bossé un peu partout. Donc tous les coûts d'attribution de nos marchés à bon de commande, les prix se sont cassés la figure. Et donc aujourd'hui, on est incapable de vous dire réellement l'économie générée par ça. Donc je suis navré de ne pas pouvoir vous en dire plus de ce point de vue-là. Aujourd'hui, de quoi est-on armé aujourd'hui pour vous donner des informations à partir de cette base? Donc la base de données, c'est un logiciel qui s'appelle Habila, de la société Labeo. Donc aujourd'hui, tous nos techniciens, tous les agents de terrain, tous ceux qui travaillent au contact de la clientèle sont capables d'aller sortir pour quelques niveaux de plan de patrimoine que vous souhaitez. Donc là, au niveau d'un étage, de ressortir l'ensemble des logements constitutifs et d'avoir tous les métrés inhérents à ces différents logements. Mais on va plus loin. À partir d'Habila, vous êtes capable d'extraire une maquette 3D. Alors, on va me dire, c'est marrant, on a une belle maquette 3D, mais ça vous sert à quoi dans les faits? L'exemple typique, c'est que Habitat 76 a lancé en 2014 plusieurs contrats de performance énergétique qui touchent 14 000 logements de notre parc. Et quand on a lancé le dossier de consultation des entreprises, et que les entreprises ont commencé à répondre à nos demandes, ils nous ont dit « mais c'est bien beau, mais les métrés de vos façades, on les a comment? Vous ne nous les avez pas filés ». Et il faut savoir qu'aujourd'hui, dans Habila, tous les éléments constitutifs d'une façade ne sont pas en natif. Donc il faut les reconstituer. De la même manière, sur ce plan-là, vous ne voyez pas la toiture. La toiture, dans les projets aujourd'hui, ne sont pas encore reconstituées. Ce sont des choses sur lesquelles on fait des exports et on les reconstitue ad hoc avec nos outils. Et donc, on s'est dit, l'intérêt, ce serait de pouvoir voir ce qu'on fait avec la maquette Habila pour l'expérimenter. Et coup de bol, on prend pas mal de stagiaires en entreprise et on avait un jeune stagiaire architecte qui était formé, coup de bol, puisque les architectes avancent aussi très fortement dans ce domaine du BIM, formé aux nouvelles technologies du BIM. Donc il a fait les exports, lui, dans Revit, et il a été capable de reconstituer tous les métrés de l'ensemble des façades des logements sur lesquels nous souhaitions travailler. Alors, vous allez vous dire, c'est bien, mais en économie, ça donne quoi? Ça nous a donné une économie globale de 300 000 euros de frais de géomètre que nous n'avons pas dû investir dans les éléments que nous avions dû transmettre. Donc ça, c'est les premiers éléments dont on voit tout de suite les retombées économiques. Donc en retour sur investissement, c'est un tas de choses comme ça que nous mettons en avant. Aujourd'hui, Habila, qu'est-ce que ça vous permet de faire? Donc, au-delà des échanges dont je vous parlais en format IFC avec des éléments d'échange avec les logiciels concernés, ça va nous permettre demain, dans les 3 opérations pilotes qu'on a lancées en tout numérique, full numérique BIM, de les implémenter directement en natif dans Habila, donc à partir des DOE demandés aux entreprises. Ça nous permet aujourd'hui, comme je vous le disais, en mobilité, de donner tous les plans d'accès à l'ensemble de nos responsables de secteur technique sur le terrain, à ceux qui font les états des lieux. Donc aujourd'hui, les états des lieux sont numérisés. Quand les gens arrivent, ils savent dans quel sens ils doivent tourner et ils sont capables d'implémenter au fur et à mesure dans les relevés les éléments du patrimoine. Ça permet en retour de mettre à jour votre base patrimoine, c'est-à-dire que si vous identifiez le fait que vous n'aviez pas, au départ de la création du produit, mis tous les convecteurs électriques du logement, au moment où la personne passe dans le logement, c'est un moyen de le référencer et de l'indiquer. Et le soir, quand elle rentre sur son poste de travail, de faire la réplication. Alors, il faut éviter de le faire en 4G parce que ça bouffe un peu de bande passante. Et donc, vous faites le soir en réplication à partir de la base de travail. Et puis, ça vous permet d'avoir une base de données à jour. Un outil plutôt pas mal, ce qui permet de faire de l'export et de gérer du prévisionnel de travaux par rapport à des durées théorique de renouvellement de composants. Donc, à partir de ces données théoriques,
et des bordereaux de prix que nous avons recensés dans notre base, on arrive à chiffrer. Là, le plan de patrimoine a été validé au conseil d'administration du mois de janvier. On a été capable de donner rapidement le chiffrage à 3 ans. Ça vous permet de faire le suivi de travaux, comme je vous le disais. À chaque fois qu'on fait des opérations de réa dorénavant, on implémente à partir des éléments transmis par les entreprises directement dans Habila nos éléments. Quelque chose qui vous apparaît peut-être incongru, mais c'est le suivi des obligations réglementaires. Vous savez qu'on est pas mal pisté sur l'amiante, sur le plomb, sur les DPE, des modules qui nous permettent donc d'implémenter avec tous les relevés DPE que nous saisissons, directement à partir des choses faites par les entreprises, directement en accès natif. Et donc quand vous avez des soucis et que vous lancez des travaux, vous êtes capable de donner les logements amiantés, puisque vous pouvez descendre dans le paramétrage que vous souhaitez éventuellement au logement. Si vous souhaitez aller à la cloison, à la faïence ou ailleurs, vous pouvez le paramétrer. J'attire toujours l'attention des gens qui vont au paramétrage le plus fin, c'est que c'est bien, mais qu'à la fin, il faut le maintenir. Et donc c'est parfois très compliqué. Parfois, il faut peut-être rester à un niveau plus macro dans une pièce et descendre dans une base ad hoc sur les éléments plus spécifiques. Et puis, ça permet de sortir un certain nombre d'indicateurs pour faire du décisionnel, donc du reporting sur vos éléments complets. Voilà, sur les retours sur investissement, aujourd'hui, sur les CPE dont je vous parlais tout à l'heure, donc 200 bâtiments concernés, 5 000 logements en travaux, il y en a 14 000 au total, mais les 9 000 autres sont uniquement concernés par un plan d'optimisation de la gestion des chaufferies. Donc les relevés de façade, 300 000 euros. On a chiffré que si on avait fait l'intégralité des bâtiments avec Habila, on aurait pu économiser 1 million d'euros sur l'ensemble du projet. Notre projet de CPE est un projet qui nous revient à plus de 180 millions d'euros sur les quelques 16 ans qui arrivent, donc 100 millions d'euros de travaux et 80 millions d'euros d'exploitation de chauffage. Donc vous voyez, 1 million rapporté à l'ensemble du projet, ça peut paraître une goutte d'eau, mais c'est quand même des éléments assez significatifs. Donc voilà sur cette base Habila. Derrière, quelques éléments sur le BIM construction, puisque c'est aussi un des axes importants sur lesquels on s'est investi. On a nommé à Habitat 116 un référent BIM, c'est-à-dire que c'est lui qui gère les interfaces entre la profession, donc la profession, les architectes, les entreprises, les bureaux d'études, les écoles, puisqu'aujourd'hui il est appelé régulièrement à donner des cours dans un certain nombre d'instances, notamment l'école d'architecture de Rouen. Et puis, il porte l'ensemble des projets qui sont référencés chez nous et qui sont régulièrement mis en avant par le PUCA, notamment dans le cadre d'appels à projets spécifiques. Quand vous travaillez sur le BIM construction, les retours sur investissement, au départ, on les maîtrise que sur certains prismes, essentiellement techniques. Aujourd'hui, je peux vous dire que, sans le vouloir, on s'aperçoit que ça peut avoir un intérêt énorme, notamment puisqu'on a beaucoup parlé de clientèle, beaucoup d'intérêt aussi pour le client locataire ou le résident, ça dépend comment vous l'appelez, pour aller faire de la visite virtuelle de logement. Ça, c'est aussi un des moyens qu'on a pu identifier pour faire venir sur certains sites en déshérence, d'un point de vue implantation géographique dans des communes pas très porteuses, de faire visiter un logement virtuellement et d'intéresser la clientèle à le voir. Et donc, une fois qu'on a déjà capté son attention, on arrive à le faire venir sur site. Et Christian Arcouet parlait tout à l'heure de géolocalisation de votre parc sur des couches de systèmes d'information géographique. C'est aussi un moyen de repositionner les bâtiments avec tous les services associés, les écoles et tous ces éléments-là, et donc qui permet de vendre un peu mieux votre patrimoine pour des prospects sur lesquels la difficulté est de susciter l'intérêt. Il faut sensibiliser l'ensemble de vos équipes de gestion à l'utilisation de ces outils parce que l'un des autres enjeux, c'est de travailler sur la non-qualité. Combien d'entre vous, quand ils sont rentrés dans les logements en allant faire les premières visites, se sont dit « mais bon sang, qu'est-ce que l'archi a prévu ? Comment il a conçu son logement ? Comment l'entreprise a réussi à mettre des choses ?» Moi, il m'est arrivé d'aller voir un logement il y a peu de temps
la personne veut ouvrir la porte de son lave-vaisselle et le radiateur était positionné sous la fenêtre, juste devant la porte du lave-vaisselle. Effectivement, quand vous en êtes à ces niveaux-là, c'est compliqué puisque vous ne pouvez pas changer l'ensemble du réseau et vous n'allez pas dire à votre locataire que vous passez du lave-vaisselle. Donc sur les plans aujourd'hui communiqués par les architectes et les entreprises, je demande à l'ensemble des équipes de gestion d'aller faire de l'analyse de plans et de travailler dès les premières transmissions sur tous les éléments qui leur apparaissent pas cohérents par rapport à l'habitabilité du logement et à la façon dont eux perçoivent la gestion des logements au quotidien. Donc on intègre toutes leurs remarques et ça permet de travailler ce qu'on appelle aujourd'hui le BIM de niveau 2, c'est-à-dire qu'on est en échange de données entre les bureaux d'architectes, les entreprises et aujourd'hui les gestionnaires de patrimoine que nous sommes. Je vous parlais de la présentation, de la communication virtuelle auprès des locataires. Ça a aussi un intérêt, c'est d'aller vendre vos logements auprès de vos chers élus quand ils vous sollicitent pour aller faire du marketing social sur leur commune. Déjà de positionner et de faire des règles de prospect pour leur montrer que le beau bâtiment que vous allez livrer ne va pas forcément inonder les pavillons qui sont à côté. Ça peut avoir un intérêt. Et puis ça peut aussi, alors on parle aujourd'hui de 4D, alors on était à la 3D, on passe à la 4D. En fait, sur un schéma 3D, vous pouvez implémenter des éléments de calendrier. C'est-à-dire que vous pouvez d'ores et déjà communiquer auprès de vos référents élus sur le délai prévisionnel de livraison d'un logement ou d'un bâtiment, puisqu'ils sont toujours très attentifs à ces éléments-là. Et puis derrière, vous réintégrez toutes ces données dans votre BIM gestion, et ce qui vous permet à partir des DE alimentés de pouvoir boucler la boucle avec votre base de données gestion. Voilà aujourd'hui, grosso modo, ce qu'on récupère quand on récupère des plans numérisés directement BIMés construction neuve. Et voilà les visites virtuelles sur lesquelles on arrive. Alors, je ne vous ai pas abreuvé de visionnage, mais aujourd'hui, vous êtes capable d'aller visiter, comme si vous étiez en monde natif, le logement en tant qu'individu lambda, de façon très simple, derrière votre ordinateur. Voilà globalement ce que je pouvais vous dire sur le BIM. Merci Eric. Je propose que Michel Tolila prenne la suite et ça s'enchaîne très bien et on répondra aux questions après. Merci à tous. Je crois que je vais avoir une petite difficulté, c'est que nous avançons fortement en heure. Donc je vais essayer de vous tenir un petit peu en haleine avec une expression complémentaire de la présentation d'Éric. Le BIM présenté par Éric représentait un contenu. Je vais essayer d'apporter quelques réflexions sur un contenant, sans trop rester dans la présentation de mon parcours. Je suis un nouvel acteur entrant en fait dans votre monde et dans votre secteur. Et justement, j'arrive avec cet œil un peu neuf et je regarde ce secteur parce que j'ai eu la chance de collaborer avec Habitat en Région sur une réflexion sur le fameux PSP, le plan stratégique de patrimoine, qui est un sujet qui vous revient tous les 6 ans, mais qui, par la CUS, vous oblige tous les 2 ans à faire quelques petites actions et pour collecter quelques données sur la remise en ordre des loyers, on va dire aussi tous les 2 ans. Donc tous les 2 ans, vous faites quelque chose. Pour préparer ces éléments, toute l'année, vous préparez en fait des éléments de collecte et de traitement de données. Et une des idées était d'apporter une réflexion sur des outils qui puissent historiser, suivre et valablement soutenir en fait l'action de ce développement du plan stratégique de patrimoine. Une autre particularité, c'est qu'il se trouve que j'enseigne à l'ESSEC sur un master qui est urbanisation et immobilier. Et ce petit titre intéressant m'a permis de créer un laboratoire sur la valeur immobilière et de réfléchir en fait sur les différents indicateurs qui permettent de comprendre, connaître, mesurer, performer, puisque pour progresser, il est nécessaire de mesurer, donc pour pouvoir performer effectivement son secteur et ses activités dans son secteur. Je viens aujourd'hui avec une idée un petit peu nouvelle, et qui est de transformer, en fait, en tout cas de contribuer à la transformation des métiers par la digitalisation. Alors, je voudrais juste qu'on fasse un petit réglage granulométrique entre métier et secteur. Le secteur dans lequel nous sommes, nous parlons bien d'immobilier. La transformation dont je vais vous parler à l'instant est bien une transformation des métiers. C'est-à-dire que la digitalisation apporte des améliorations, une optimisation, une meilleure orchestration, une plus facile coordination en fait de nos métiers.
Et la transformation d'une filière, ça peut être beaucoup plus dangereux. Hein, je prendrai l'exemple par la numérisation des livres et la suppression des librairies. Donc on voit que l'impact de la transformation d'une filière peut avoir des bons côtés par ces actes de transformation, mais peut créer en fait quelques difficultés. Donc ce que je dirais, c'est qu'il est peut-être important pour nous tous de regarder ce champ unifié qui est en train de se fabriquer devant nous, et puis de le prendre avec nous pour le maîtriser et participer et maîtriser à sa transformation. Alors, dans justement cette compréhension sur la digitalisation en fait de ces métiers, j'essaie de vous représenter le plus simplement possible. Éric et Christian en ont parlé tout à l'heure. Votre métier, c'est d'être des développeurs de cet immobilier, en premier lieu. Ensuite, en tant que développeur, il faut réaliser des ouvrages. En tant que gestionnaire de ces ouvrages, il va falloir mettre en place toute une organisation sur la gestion de cette clientèle. En fait, la première question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que la connaissance est créatrice de valeur ? Éric l'a dit plusieurs fois au long de son exposé. Je ne pose même pas la question. En fait, c'est une affirmation. Connaître son immobilier est effectivement créateur de valeur. Par contre, quels sont les apports que pourrait produire en fait cette digitalisation et cette meilleure connaissance de l'immobilier ? D'une manière évidente, j'ai posé la question sur le PSP tout à l'heure, et sur le PSP, le plan stratégique de patrimoine, on s'aperçoit très vite qu'on a besoin de se nourrir pour pouvoir réfléchir de façon prospective sur son avenir. Donc se nourrir, ça veut dire être capable de collecter une information précise sur ce qu'est son patrimoine et dans quel état est-il. Après, la collecte de l'information, c'est être capable de régler cette collecte à un certain niveau, donc de captation et à un certain niveau de précision qui fait que son utilisation, en fait, rapporte plus que sa collecte ne pourrait coûter. Donc c'est toujours ces équilibres à construire et à chercher entre le coût de cette collecte et l'exploitation que l'on va pouvoir faire de cette nouvelle donnée numérisée et digitalisée que l'on va pouvoir faire suivre à l'intérieur de nos organisations. Donc on a pensé à une opération qui prendrait un peu le contenu exprimé par Éric du BIM et le mettrait dans un contenant un peu organisé, un peu structuré, que l'on a appelé foncière numérique, foncière intelligente du logement social. Et en fait, l'image que vous voyez en haut à gauche est une image vraie. Hein. C'est l'arrière-boutique d'un architecte. Vous avez les plans d'architectes qui sont référencés avec des petites étiquettes, hein, vous les voyez, hein, elles sont parfaites. Puis en dessous, on a un petit sas de décompression, hein, parce que en fait, je sors mes documents, mes papiers, mes éléments, et je vais retrouver quelques informations comme ça. Il va falloir que je trie, que j'organise, que je mets tout ça. La foncière numérique a pour objectif, c'est de travailler justement avec tous ces éditeurs. Je dirais que c'est un métasystème qui n'est pas propriétaire, donc qui est ouvert aux titres et aux bailleurs sociaux, et qui a comme réflexion, c'est de dire, j'ai une grande quantité de dossiers, ces dossiers, il faut que je les range, mais que je les range intelligemment, et que je puisse y accéder facilement. Donc c'est son ambition. Alors pour accéder à des dossiers, faut-il encore les avoir constitués ? Je ne vais pas trop m'étendre sur cette constitution, puisque ça vient d'être fait pour partie, mais en fait, on s'aperçoit qu'il y a des standards qui sont en train de naître. J'étais un des sponsors dans les années 95 pour la naissance des IFC, Institut pour la Fondation des classes, et j'ai contribué donc au développement de ce langage objet dans la CAO. On voit que le langage objet donc, est en train de prendre, c'est formidable. Le BIM est devenu un standard, tout le monde parle BIM, tant mieux. Un standard favorise en fait les échanges. Une langue commune va nous permettre de pouvoir transférer, échanger des informations plus simplement et mieux se comprendre. C'est quand même une des ambitions en fait de cet élément. Par contre, reste une autre question qui est importante, c'est que quand on BIM, on parle souvent de projet neuf, parce que c'est facile. Un projet neuf, on arrive, il y a une opération de construction qui se fait, on attrape ce projet, et puis ce projet, on va le BIMer et on va former en fait les différents acteurs à la numérisation en fait de leurs travaux. Mais le neuf ne représente que 1 à 2% en fait, de votre patrimoine. Et dès que ce neuf est construit, il devient existant. Et donc, il rentre dans un autre process de gestion. Et il y a 98-99% de cet existant qui est à gérer. Et donc, une des problématiques, nous semble-t-il aussi importante, voire même plus importante, c'est de travailler sur la numérisation de l'existant. Donc, l'objectif de cette foncière numérique, c'est de réfléchir avec vous sur l'opportunité qui nous est offerte de pouvoir travailler et numériser cet existant.
Donc cette foncière numérique qui apporte effectivement un accès facilité en fait à toutes ces données, qui permet en fait d'offrir à ce que j'appelle des consommateurs et des producteurs de connaissances immobilières, donc de leur offrir accès à toutes les données nécessaires pour mieux connaître et comprendre en fait ce qu'est leur patrimoine immobilier. Alors, on voit qu'au sein de cette foncière, on va pouvoir organiser valablement un écosystème. C'est-à-dire qu'il y a plein d'acteurs qui sont intéressés et qui sont intéressants par les informations qu'ils détiennent et qu'ils produisent ou qu'ils viennent rechercher. Et ces consommateurs ou ces producteurs en fait de connaissances immobilières, il faut les organiser dans un écosystème un peu structuré pour que cette information devienne facilement collectable et que l'information collectée soit véritablement vertueuse et que l'on puisse, j'ai entendu un mot ce matin qui était important, on parlait de confiance, et que l'on puisse avoir confiance dans la donnée que l'on aura construite à l'intérieur de cette foncière. Parce qu'une des difficultés dans les systèmes d'information, comme dans les bases de données, c'est de savoir si la base de données est à jour. Et c'est bien toujours la problématique. Quand elle n'est plus à jour, on en recommence une autre. Donc c'est assez ennuyeux quand on va retrouver à poser son patrimoine immobilier. On a entendu des chiffres tout à l'heure, 32 € du logement, qui sont excessivement optimisés pour moi. Je pense qu'un logement, je pense qu'Éric a énormément bien travaillé sur la collecte en fait, de cette donnée. Je situe le chiffre moyen en fait, du mètre carré du logement BIMé, notamment dans l'existant, plus près de 2 à 3 € du mètre carré que moins d'1 € du mètre carré. Donc on voit que l'on est dans un enjeu, je vais lâcher un chiffre comme ça, sans vous faire peur, mais 4,7 millions de logements, on est en train de parler d'un investissement de 700 millions d'euros, quelque chose comme ça, pas loin du milliard. Si en fonction de la profondeur de détail que l'on va rechercher dans la façon de bimer en fait son existant et de suivre son œuvre. Une autre problématique, c'est qu'une fois qu'on a bimé tout cela, ou que l'on a mémorisé et digitalisé tout ça, il va falloir entretenir. Donc il va falloir suivre valablement chaque année ces éléments. C'est bien l'objectif de cet écosystème et c'est bien l'objectif de réfléchir et de construire avec vous une offre que j'appelle une offre digitale intégrée qui va permettre à la fois de prendre le neuf et le réhabiliter et à la fois de prendre l'existant et de travailler avec un certain nombre de partenaires. Voilà, alors je citais le chiffre peut-être effectivement important de 2 à 3 € donc, du mètre carré. Je réfléchis également avec vous et c'est important de regarder quel est un peu le coût de la connaissance du patrimoine et de noter que, en fait, en 7 ans, dans un logement, on va dépenser pas loin de 20 € au mètre carré pour suivre des diagnostics, des états de lieu, des relevés, des pannes, des modifications, des restructurations, des remises en état du logement. Et en fait, si on regarde l'action que l'on va faire tout au long de ces 7 ans, on aura largement dépensé les 2 € dont j'ai parlé, et malheureusement, on n'aura rien capitalisé. Donc l'objectif, c'est de dire, je peux faire autrement, c'est-à-dire je peux construire une méthode qui va me permettre de collecter cette donnée, de la capitaliser et de valablement la gérer au travers d'un outil comme le BIM, par exemple, qui est un des éléments structurants de tous ces échanges. Voilà, cette donnée, donc, il faut essayer de lui donner de la valeur. Une des réflexions en fait, que l'on peut apporter, c'est de poser, à l'aide d'un référentiel patrimonial qui est le BIM et la data room, d'avoir une réflexion sur toutes les valeurs de marché et de tendance, d'avoir une réflexion tout ce qui va être simulation et analyse quand on fait du PSP, et donc être capable ensuite de sortir un certain nombre d'indicateurs qui, eux, permettront donc de comprendre en fait le patrimoine que l'on a à gérer. Donc dans les actions que l'on a pu faire, je ne vais pas retracer le PSP, mais le PSP, c'est 168 indicateurs. La CUS, c'est à peu près 26 indicateurs. Et vous avez après le 10, qui est un élément que vous avez pour obligation donc, de produire, qui va amener encore une quarantaine d'indicateurs. Donc on voit qu'on est en train de manipuler 250 indicateurs. 250 indicateurs, il faut reconstituer les formules. Les formules sont additionnées de variables. Ces variables vont aller chercher des données. Ces données sont partout. Elles sont dans vos systèmes, dans vos ERP, qui produisent effectivement une première donnée de quitancement, qui est une donnée importante, un référentiel de base qui est lié dans ces ERP, mais vous savez comme moi qu'il y a des données un peu partout. C'est-à-dire qu'il y a d'autres sous-systèmes qui existent et qui cohabitent. Et Éric, tout à l'heure, parlait du système Habila, qui est un système qui permet justement de travailler
sur la relation qui va exister entre les éléments financiers et les éléments techniques. Alors juste une petite note, mais c'est une note malheureusement trop réelle. C'est-à-dire quand il n'y a pas de projet, généralement, ou de restructuration, de réhabilitation, de construction, il n'y a jamais de maquette numérique, en fait. C'est rare. C'est-à-dire que la démarche d'Éric, qui est présentée par Éric, est une démarche assez rare, que l'on puisse se lancer véritablement dans un acte dit de numérisation et de digitalisation de son patrimoine. Voilà, en fait, effectivement, travailler sur ces enjeux des bailleurs, la foncière effectivement numérique doit aider et contribuer et vous permettre effectivement à mieux traiter ces différents enjeux. Voilà, ces processus en fait de dématérialisation, on essaie aujourd'hui de les apporter parce que le bâtiment, plus il va être réglementé, plus il va être constitué d'éléments connectés, il va être nécessaire de disposer d'éléments nous le représentant d'une manière précise, donc d'être capable de le suivre. Donc cette foncière numérique, elle a pour fonctionnement de pouvoir construire ce qu'on appelle un avatar, qui est un avatar numérique, qui vient au moment où la foncière immobilière se constitue, une foncière numérique s'élève, et à côté de cette foncière numérique se construit un avatar qui va être en liaison permanente, de façon numérique, avec les éléments immobiliers que vous avez conçus et construits, ce qui va être riche de sens pour le suivi et le traitement en fait, de vos différents dossiers. Cette foncière numérique doit permettre de construire et de recréer donc, ce qu'on appellera un espace digital qui doit être habilité, qui doit permettre de connaître et d'accéder facilement donc, à cette information pour mesurer en fait, d'une manière très opérante en fait, les accès à cette foncière. Nous avons fabriqué donc, des outils qui sont des outils d'audit en permanence de l'état de satisfaction et de complétude de la foncière, c'est-à-dire qu'elle est capable de mesurer le taux de remplissage et de complétude des données à l'intérieur d'un patrimoine, et à ce moment-là, elle est capable d'identifier les zones qui ne sont pas suffisamment remplies et d'envoyer automatiquement donc, des demandes à ceux qui doivent remplir cette foncière pour pouvoir suivre en fait, le plus automatiquement la gestion vertueuse en fait, de la donnée construite et installée à l'intérieur de cette foncière. Voilà, je disais tout à l'heure, relier la technique au financier avec un modèle de données qui est assez simple. Il est patrimonial, il est financier, il est locataire, il est territoire. Et en fait, avoir cette capacité à relier vos ERP avec la gestion technique, c'est une de nos ambitions. Et je crois que tous les trois, Christian, Éric et moi, nous la partageons et nous essayons de vous la soumettre ce midi. Cette foncière donc, a pu se construire au travers d'une offre où on réfléchit en fait à travailler un petit peu comme se ferait une foncière quand elle préfinance en fait la construction d'un ensemble immobilier. Mais on peut essayer de travailler sur un cofinancement de la numérisation de cet immobilier et de sa préparation en fait à sa digitalisation. Et si on a pu construire cette numérisation et cette digitalisation, on peut à ce moment-là imaginer donc une offre qui est mutualisée vers différents acteurs. C'est-à-dire ce qu'il faut comprendre, c'est que l'actif est unique. On va voir non plus le mètre carré, mais le mètre cube, puisque cette foncière, c'est un élément, c'est une maquette 3D, c'est un élément 3D qui va contenir trois grands volets. Un volet juridique, un volet marché, puis un volet forcément architecture et technique. Et chacun des acteurs, vous êtes bailleur social, vous êtes gestionnaire technique, vous êtes mainteneur, vous êtes locataire, mais derrière, il y a une quantité d'acteurs qui représentent le bailleur social, qui représentent le mainteneur, qui représentent le gestionnaire technique. Et en fait, on en a dénombré entre 23 et 27 acteurs utilisateurs de ce même mètre cube ou de ce même mètre carré. Donc une des idées est de partager en fait le flux construit par ces différents acteurs à qui vous confiez systématiquement vos données ou vos mètres carrés, de le faire de manière habilitée. Et l'avantage, c'est que ça permettra d'entretenir la foncière numérique, d'entretenir votre donnée collectée et numérisée et faire qu'elle ne vieillisse pas trop vite, ce qui est quand même un des objectifs importants à tenir dans ces éléments. Voilà ce que je pouvais vous dire très rapidement. Pardon d'avoir été aussi vite sur ce parcours digital et numérique dans la transformation de vos métiers. Je reste à votre disposition pour compléter par des réponses à vos questions, si vous en avez, en tout cas, je l'espère. Voilà. Bon. Merci. Merci à cette table ronde bien passionnante, à différents points. Donc, les questions, on ne les veut pas en 3D, mais simplement au niveau
personnel. Donc, y a-t-il des questions dans la salle? Ah, question là-bas. En ce qui concerne, avant la question, en ce qui concerne le repas, il est prévu à 1 heure. Donc, il a été décalé compte tenu de l'intérêt des différentes tables rondes. Voilà. Ah, votre cas. Bon, Allez, Bon. question. Désolé de retarder le repas par une question. Non, c'était pour Michel Tolila. Je voudrais savoir quel est le niveau de maturité de votre offre et combien vous avez de bailleurs ou de mètres carrés ou de logements qui sont modélisés selon cette foncière numérique. Alors, d'abord, merci. C'est une phase en démarrage et en développement. J'allais dire que ça pourrait être une start-up au sein des bailleurs sociaux. En fait, la notion de foncière est née de la réalisation d'un consortium où en fait j'ai pu additionner des compétences éminemment nécessaires, celles d'architecte, dont le métier est essentiellement de bimer en fait les bâtiments. Ils font ça depuis, on va dire, la fin de la décennie 90. Donc ça fait une petite quinzaine d'années. Associé à ça, donc j'ai réuni avec moi un grand notaire, un des plus grands cabinets de notaires français. Qui travaillait dans les années 2002-2003 sur la réalisation d'une data room, qui était une data room de session, en fait. Et en trouvant sa data room fort intelligente et fort bien pensée, je lui ai proposé de transformer sa data room de session en une data room d'exploitation, c'est-à-dire permanente. En disant, c'est quand même dommage, il y a tellement de données dans cette data room de session, on signe, et puis le coffret électronique, un peu comme votre DigiShoot, là j'ai entendu tout à l'heure, qui a des fois peut disparaître. Eh bien là, d'une manière structurée, on a essayé de faire que cette data room devienne permanente. Et puis on a rajouté à ça une autre donnée qui était les tendances marché. Et donc j'ai repris un autre partenaire qui s'appelle la Place de l'Immobilier et qui, elle, détient 2,3 milliards de mètres carrés à peu près en base, en open data, 10 700 000 établissements. Donc il y a une petite idée de ce qui se passe sur le marché français en termes immobiliers, et qui est totalement indépendant, c'est-à-dire qu'il n'appartient à aucun broker. Parce que ce matin, Sylvie Joseph parlait des différents acteurs et parlait du Bon Coin. On aurait pu parler de seloger.com, on aurait pu parler de Bien Ici, on aurait pu parler de Imostat, enfin de toutes ces bases, mais qui appartiennent à des acteurs en fait, qui ont toujours un tout petit conflit d'intérêts en fait, hein, dans l'acte de gestion de la donnée qui est mise à disposition. Et puis le quatrième acteur est Equanem, qui est l'outil en fait qui permet d'analyser et de requêter, donc d'avoir une requête possible, mais dans un langage assez simple, pour aller chercher une donnée parmi les millions ou les milliards de données qu'il peut avoir à l'intérieur de cette foncière. Alors on a démarré ces activités avec effectivement Habitat en région, où une de mes chances dans mes travaux d'avancement, ça a été de commencer sur le PSP, le plan stratégique de patrimoine. Et donc là, on recherche pas mal de données. Et en cherchant pas mal de données, on a pensé qu'il y avait peut-être des outils bien mieux foutus pour aller attraper en fait ces données et commencer à les enregistrer, les organiser, les structurer. Voilà comment cela est né. Après, moi, j'ai un parcours initial qui était dans le tertiaire, donc où j'ai énormément... Et j'ai quelque chose comme numérisé à peu près 35 millions de mètres carrés dans le domaine du tertiaire. Donc voilà, donc on a une expérience assez affirmée dans ces activités-là. Vous avez tous faim alors? J'ai l'impression qu'il n'y a plus de questions. Ah, une petite question de Daniel. Juste une petite intervention pour dire ce que j'ai vu à la journée d'Apsis le 28 janvier, où j'ai vraiment constaté que sur un espace de temps assez réduit, il y a vraiment beaucoup d'expérimentation et d'outils opérationnels qui sont mis en œuvre. Donc c'est un sujet qui avance très très vite. Et c'est juste pour vous conseiller de voir ce qui se passe à Apsis, et notamment en regardant ce qui s'est passé le 28. Bon, bah, écoutez, donc... une dernière question, alors. Pour l'humour, est-ce qu'on ne peut pas tenter une approche paradoxale, c'est-à-dire partir une collaboration avec une constellation de locataires, partir dedans pour produire de la donnée,
au lieu d'avoir une fabrique qui a son process et qui est tout à fait respectable, mais de tenter d'essayer autre chose en associant les gens. Ça donne le goût aussi de l'endroit où on habite, quoi, et ça peut produire des choses assez marrantes, quoi. Et en même temps... Quelle belle réflexion, hein. Totalement disruptive, hein, et je partage profondément cet avis, effectivement, puisque le locataire va nous amener l'intérieur de son logement et puis tous ses attendus. Et ça, c'est d'une richesse absolue. Après, ce qu'il faut, c'est le poser dans quelque chose de juste. Donc on est quand même un peu obligé de faire un petit modèle 3D où il y a un peu de géométrie, quoi, hein, et d'architecture et un peu de technique. Donc, mais votre réflexion, on la prend vraiment à bras le corps, hein. Elle est absolument formidable. Vous avez tout à fait raison. Paro.